L'explosion a été si soudaine qu'aucun de nous n'a eu le temps de réagir. Une violente secousse m'a projeté contre la paroi métallique de la station, coupant ma respiration. Un grondement sourd, presque assourdissant, a suivi, comme si l'espace lui-même s'était brisé en 1000 morceaux. Je me suis relevé péniblement, mon casque résonnant encore de l'impact, pour voir à travers le hublot ce qui restait de notre vaisseau de retour. Ou plutôt, ce qu'il n'en restait plus, il n'était plus qu'un nuage de débris flottant à la dérive. Derek, notre capitaine, a immédiatement crié des ordres. La pression à l'intérieur de la station chutait dangereusement. Les alarmes rouges clignotaient et les conduits expulsaient de l'air à travers des fissures apparues dans les parois. Je sentais le froid glacial de l'espace s'infiltrer. En un instant, nous avons tous enfilé nos combinaisons, nos gestes rapides dictés par l'adrénaline. Avec des patchs de fortune, nous avons colmaté les brèches, mais je voyais bien que la situation était critique. Une fissure particulièrement large s'agrandissait dangereusement près du dôme principal. Si elle s'ouvrait encore, c'est toute la station qui exploserait. Stabilisé, a crié Alia, notre ingénieur en chef. Mais à quel prix? Notre réserve d'oxygène fondait à vue d'œil. Nous avons alors tenté de contacter la Terre. En vain, des grésillements, puis, plus rien. Derek a jeté un coup d'œil aux panneaux de communication. Ils étaient tordus, endommagés au point de n'émettre qu'un signal faible et instable. Le silence radio s'est installé, et avec lui, un sentiment de désespoir sourd. Nous étions 5 astronautes piégés en orbite basse, perdus dans le vide. Il va falloir sortir, a annoncé Derek. Les regards ont convergé vers lui, incrédules. Il faut reconnecter manuellement l'antenne principale, sinon personne ne saura qu'on est ici. Son ton ferme ne laissait aucune place au débat. Je me suis préparé, mon cœur battant à tout rompre. À l'extérieur, le silence était absolu. Je n'entendais que mon propre souffle résonner dans mon casque. Mes mouvements étaient lents, mes pieds se fixant au métal froid avec précaution. Nous avancions vers l'antenne, chaque pas mesuré, lorsque soudain, un morceau de débris est apparu de nulle part, fendant l'obscurité de l'espace. Il a percuté la station, projetant un de nos coéquipiers, Sam, hors de sa trajectoire. J'ai vu son corps se tordre et tourner en une lente dérive vers le vide infini. Nous l'avons rattrapé de justesse avec les propulseurs manuels. Ses cris de panique résonnaient dans nos casques. Mais l'antenne, elle, était réparée. À peine de retour à l'intérieur, une nouvelle alarme s'est déclenchée. Un nuage de débris d'un ancien satellite militaire se dirigeait droit sur nous. Évacuez, a hurlé Derek. Nous nous sommes précipités dans le module de sécurité. À travers les hublots, nous avons vu les débris passer à une vitesse fulgurante, lacérant la surface de la station comme des balles traçantes. La station a tremblé sous les impacts. Nous retenions notre souffle, chaque seconde semblant durer une éternité. Quand tout s'est calmé, nous avons découvert le pire. Nos réserves d'oxygène étaient compromises. 48 heures, peut-être moins, a annoncé Alia, son visage blême. Nous avons activé le mode de rationnement d'oxygène, limitant nos mouvements pour économiser chaque souffle. La pression montait, mais d'une autre manière. Chaque minute qui passait nous rapprochait un peu plus de l'asphyxie. Et comme si cela ne suffisait pas, la station a commencé à chauffer anormalement. Le système de thermorégulation était en panne. Les températures internes grimpaient dangereusement. Notre respiration devenait plus rapide, plus oppressante. J'ai vu Alia débrancher un circuit secondaire et contourner manuellement les circuits de refroidissement. Elle suait à grosses gouttes sous son casque, mais par un miracle de précision, elle a réussi. La température a baissé. C'est temporaire, a-t-elle murmuré, épuisée. Le lendemain, lors d'une autre sortie pour repositionner les panneaux solaires, l'impensable s'est produit. Un impact de micrométéorite a rompu la corde de sécurité de Sam. Son corps s'est détaché et a commencé à dériver lentement. Je me suis précipité, propulseur en main. Mes doigts tremblaient. Il flottait, se retournant dans le vide comme un jouet sans vie. Nous l'avons rattrapé, mais sa combinaison avait subi des dommages sévères. Son souffle était court, et ses yeux s'étaient voilés d'un mélange de terreur et de résignation. Il était là, mais une partie de lui s'était déjà perdue. La station, elle, commençait à dériver. Nos propulseurs étaient endommagés. Nous perdions de l'altitude, lentement mais sûrement, attirés vers la Terre. Derek a décidé de sacrifier une partie des réserves de carburant pour tenter une réactivation manuelle. Le risque était énorme, mais nous n'avions pas d'autre choix. L'opération a fonctionné, pour quelques heures seulement. Le stress grandissant, nous avons décidé de tenter le tout pour le tout. Une mission de récupération vers un ancien satellite abandonné, espérant utiliser sa communication pour envoyer un SOS. La traversée a été longue et périlleuse. Chaque propulsion était millimétrée. Le moindre faux pas nous aurait laissé dériver sans fin. Nous avons atteint le satellite et envoyé notre signal de détresse.
Puis, nous sommes retournés à la station, épuisés, mais avec un espoir fragile. Cet espoir a volé en éclats lorsque nous avons découvert une fuite de carburant dans le réacteur principal. Le nuage qui s'en échappait était hautement inflammable. Une simple étincelle et nous serions réduits en cendres. Derek a pris le risque de sortir, libérant la pression manuellement, pendant que nous l'observions en retenant notre souffle. Chaque mouvement semblait se faire au ralenti. Mais il l'a fait. La station a cessé de fuir, mais le danger restait omniprésent. Puis vint la tempête solaire. Une masse de radiation d'une rare intensité fonçait sur nous. Nous avons éteint tous les systèmes, nous réfugiant dans la capsule blindée contre les radiations. Le silence régnait, oppressant, alors que la tempête nous frappait de plein fouet. Les écrans clignotaient, puis tout s'est éteint. L'obscurité totale. Lorsque la tempête a enfin passé, un calme angoissant a enveloppé la station. Nous avons ouvert la capsule, la gorge sèche et les muscles tendus. Les panneaux lumineux restaient éteints. Pas un seul bourdonnement électronique. L'IA de bord est hors service, a murmuré à l'IA. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre. Cette intelligence artificielle gérait les systèmes de survie, l'oxygène, la température, l'énergie. Sans elle, chaque action devait être effectuée manuellement, et nous étions déjà à bout de force. Derek a enfoncé ses doigts dans ses tempes, luttant contre la migraine. Je vais essayer de la réinitialiser, a-t-il proposé d'une voix fatiguée. L'idée de manipuler des lignes de code sur un système aussi complexe avec nos connaissances limitées était suicidaire, mais il n'y avait pas d'autre option. Le capitaine s'est assis devant le terminal de l'IA, ses doigts glissant sur le clavier. Pendant des heures, il a tenté des dizaines de réinitialisations, rebranchant des câbles, ressoudant des circuits. Quand il a finalement levé les yeux, c'était pour nous dire que ça n'avait pas marché. Pas totalement. L'IA répondait par à-coups, comme une créature blessée. Certains systèmes s'activaient brièvement avant de retomber dans l'inertie. On va devoir improviser, a-t-il conclu, d'un ton résigné. Mais l'improvisation, c'était de l'espoir pur dans notre situation. Nos réserves d'eau diminuaient. Les panneaux de contrôle montraient un niveau dangereusement bas. À chaque minute, nous transpirions de plus en plus, notre corps tentant de réguler la température montante. Alia a décidé de recycler notre sueur et urine avec un filtre de fortune bricolé à partir de tuyaux et d'un vieil appareil de laboratoire. L'eau était rare et précieuse, et le goût amer dans ma bouche me rappelait à chaque gorgée combien nous étions proches de la limite. Un jour, alors que je surveillais l'intégrité du dôme principal, j'ai remarqué une petite fissure. À peine visible à l'œil nu, mais bien présente. Je suis resté figé devant, la gorge sèche. Une simple brèche, et nous aurions des minutes, tout au plus, avant la décompression totale. Derek s'est approché, son regard se durcissant en voyant l'étendue du problème. « Utilise ce que tu peux », a-t-il ordonné. J'ai cherché dans les recoins de la station, mais il ne restait rien d'utile. J'ai fini par prendre un vieux manuel technique, que j'ai déchiré en bandes fines, le trempant dans une sorte de colle improvisée. Avec patience, j'ai appliqué cette mixture sur la fissure, priant pour qu'elle tienne. Un bricolage désespéré dans un contexte qui ne pardonnait aucune erreur. Contre toute attente, le manuel technique a fait l'affaire. La pression s'est stabilisée. C'était temporaire, mais c'était suffisant. Mais ce répit n'a pas duré. Un choc violent a traversé la station. Un débris, probablement issu d'un autre satellite désintégré par la tempête, venait de percer un module latéral. Une alarme stridente a retenti, signalant une perte de pression. Nous nous sommes précipités pour isoler le module, scellant l'ouverture à l'aide des quelques patchs restants. Chaque mouvement était mesuré, chaque geste précis. La décompression explosive a failli m'emporter lorsque j'ai tenté de refermer la dernière vanne, mais Alia a réagi juste à temps, m'attrapant par la taille pour me tirer en arrière. La fuite a été colmatée, mais la station était sur le point de céder. Quelques heures plus tard, alors que nous révisions les derniers systèmes encore fonctionnels, l'IA a subi une nouvelle défaillance. Le silence qui a suivi m'a paralysé. Le capitaine a tenté de rallumer le système, mais rien. Les lumières se sont éteintes une à une, et un clignotement rouge est apparu sur le terminal principal. Panne totale. Tous les systèmes de survie devaient désormais être gérés à la main. La moindre erreur serait fatale. Et comme si l'univers lui-même conspirait contre nous, la station a dérivé lentement vers un champ d'astéroïdes. Nous avons observé en silence ces blocs de pierre massifs tournoyant dans le vide. Chaque seconde nous rapprochait d'une collision. On doit manœuvrer manuellement, a décidé Derek. Avec ce qu'il nous restait de propulseurs, nous avons tenté de nous éloigner du champ, chaque impulsion envoyant des vibrations à travers la structure endommagée. Les astéroïdes dansaient autour de nous, se frôlant parfois de quelques mètres. L'un d'eux est passé si près que son ombre nous a plongés dans le noir un instant, menaçant de tout balayer.
Nous pensions avoir échappé au pire, mais la station, désormais hors de contrôle, a commencé à perdre de l'altitude. Nous nous sommes retrouvés pris dans le champ gravitationnel d'un des astéroïdes. Il était énorme, et la force de son attraction nous attirait inexorablement. Si on se fait happer par ce monstre, on n'en sortira jamais, a murmuré Alia. Derek a décidé de libérer la station en utilisant les propulseurs de secours. La manœuvre a été risquée, mais, par miracle, nous avons réussi à nous éloigner. Le champ gravitationnel s'estompa et la station retrouva sa trajectoire. L'épuisement était tel que nous pouvions à peine bouger. Le moindre mouvement faisait hurler nos muscles endoloris. C'est alors qu'un clignotement jaune est apparu sur le tableau de bord. Un signal de la Terre. Mon cœur a bondi, nous avions été entendus. Derek a saisi la radio, sa voix rauque par l'émotion. Ici la station Emera, nous avons besoin d'assistance immédiate. Sommes endommagés, à court de ressources. Veuillez. La réponse est venue presque immédiatement. Emera, ici le centre de contrôle. Nous avons reçu votre signal. Un module de secours est en route. Accostage prévu dans 8 heures. Tenez bon. Nous nous sommes effondrés, submergés par le soulagement. Un dernier effort. Juste encore un dernier, et nous serions sauvés. Le module de secours est apparu à l'horizon, brillant dans la lueur du soleil naissant. Mais l'amarrage ne pouvait pas se faire automatiquement en raison des dommages. Il fallait sortir une dernière fois. Derek, Alia et moi, nous sommes équipés en silence, nos gestes lents et précis. L'épuisement pesait lourd sur nos épaules. Nous avons flotté vers le module de secours, nos câbles d'attache tendus au maximum. Chaque mouvement devait être parfait. Nous avons saisi les poignées d'amarrage, tirant avec nos dernières forces. Le module s'est aligné, un déclic s'est fait entendre. C'était fini, nous étions sauvés.